Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 147e numéro. Au sommaire, dans la partie internationale, on va parler de la crise humanitaire dans plusieurs pays, notamment des pays d'Afrique. On parlera de la Turquie qui menace d'annuler le pacte migratoire avec l'Union Européenne. On parlera du Japon, avec deux infos qu'on pourrait classer comme insolites, mais qui ont leur importance. Dans la partie économie, on parlera de la pénurie de pétrole qui menace, du Royaume-Uni qui s'apprête à s'appliquer l'article 50 de la Constitution de l'Union Européenne, donc pour pouvoir sortir de l'Union Européenne, et dont l'économie se porte plutôt pas mal, contrairement au Brésil où c'est la catastrophe. Partie France, on parlera des prix du carburant qui vont monter, de l'éducation nationale qui a englouti 300 millions d'euros pour rien, de l'état d'urgence qui est reconduit jusqu'au 15 juillet, on peut considérer que l'état d'urgence c'est à peu près 70 millions d'euros par mois, donc 4 mois en plus, 4 fois 70 millions, ça fait 280 millions d'euros pour le contribuable. Et enfin, partie santé-environnement, on parlera du scandale du vaccin contre le VIH à Marseille, on parlera du glyphosate qui a été blanchi par l'Agence européenne des produits chimiques, et on parlera de la pollution au plutonium à La Hague. Accrochez vos ceintures, et on y va. On attaque la partie internationale et on démarre avec Daesh, qui recule dans le centre de Mossoul, en Irak. L'étau se resserre sur l'État islamique. Les forces de sécurité irakiennes avancent depuis plus de 2 semaines dans le centre administratif de Mossoul-Ouest. Elles se sont emparées, ou sont arrivées à proximité, à l'issue de combats acharnés de plusieurs bâtiments publics de la capitale de Daesh, comme la Banque centrale. La progression la plus lourde de sens politique est celle engagée pour la prise du siège du gouvernorat de cette province à majorité sunnite, où il y a aussi des chiites, ainsi qu'une population issue des minorités chrétiennes kurdes et yazidis. Alors dans le même temps, on a appris que al-Baghdadi aurait quitté Mossoul et se cacherait dans le désert. Le chef de l'organisation État islamique et calife autoprogrammé Abu Bakr al-Baghdadi a abandonné le commandement opérationnel à ses lieutenants et quitté Mossoul pour se dissimuler dans le désert, croient savoir des responsables américains et irakiens. Sa seule préoccupation désormais est sa survie, disent-ils. S'il est impossible de le localiser, l'absence de communication officielle de l'État islamique et la perte annoncée de Mossoul laissent entendre que Abu Bakr al-Baghdadi a quitté la grande ville du nord de l'Irak. Visé par un nombre incalculable de frappes aériennes et donné pour mort ou blessé à de multiples reprises, al-Baghdadi reste insaisissable, on lui dit toujours en mouvement. Il ne reste jamais plus de 24 heures au même endroit, expliquent ces mêmes sources, et préfère se cacher parmi les civils dans des villages reculés que de se mêler aux combattants. On continue, on va parler maintenant de la famine qui sévit dans plusieurs pays. Il y a la pire crise humanitaire selon l'ONU, la pire crise humanitaire depuis 1945 selon l'ONU. Les Nations Unies tirent le signal d'alarme. La Somalie, le Soudan du Sud, le Nigeria et le Yémen, tous en proie à des conflits armés, sont cités dans la déclaration faite le 10 mars dernier devant le Conseil de sécurité par le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur du secours d'urgence de l'ONU, Stephen O'Brien. Ce responsable, qui s'est rendu au début du mois au Yémen, au Soudan et en Somalie, lance un appel à mobilisation urgente, réclamant 4,4 milliards de dollars à la communauté internationale d'ici le mois de juillet pour, je cite, éviter la catastrophe. Je cite, les Nations Unies lancent un avertissement. Le monde fait face à sa pire crise humanitaire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec plus de 20 millions de gens confrontés à la faim et à la famine dans 4 pays, a-t-il déclaré. Sinon, on peut prédire que beaucoup de gens vont mourir de faim, perdre leurs moyens de subsistance et voire annuler les acquis politiques durement gagnés au cours des dernières années. Voilà. Et puis on va aussi, bien sûr, avoir de plus en plus de réfugiés sur les routes. D'ailleurs, on a appris qu'en 2016, 13 991 migrants ont été sauvés par SOS Méditerranée. Depuis 1 an, l'Aquarius, le bateau affrété par l'association de sauvetage en mer SOS Méditerranée, aide les réfugiés qui tentent d'atteindre les côtes européennes par la Méditerranée. Son premier sauvetage remonte au 7 mars 2016 au large des côtes libyennes. 74 naufragés avaient été secourus ce jour-là. Les opérations se sont ensuite enchaînées sans interruption. L'Aquarius a d'ores et déjà secouru 13 991 personnes qui ont échappé à la mort, a détaillé Fabienne Lassalle, directrice générale de SOS Méditerranée France. Elle dénonce, je cite, des moyens insuffisants puisqu'on continue à avoir des centaines de morts et même des milliers de victimes, plus de 5000 en 2016. L'Aquarius est le seul bateau de sauvetage en hiver, a précisé Fabienne Lassalle. Ces migrants viennent d'Afrique noire, du Nigeria, de la Corne de l'Afrique, d'Érythrée, du Mali, du Niger, du Cameroun, du Sénégal, et aussi des Bangladais, des Syriens, des Libyens qui cherchent à fuir l'enfer de la guerre. Le flux migratoire ne se tarit pas. Même en hiver, les traversées continuent car la situation va en s'aggravant en Libye notamment, si l'on en croit les témoignages des rescapés. Alors dans cette peinture bien noire, la Turquie, elle menace d'annuler le pacte migratoire qu'elle a conclu avec l'Union Européenne.
La Turquie, par la voix de son chef de la diplomatie, a menacé mercredi d'annuler unilatéralement le pacte migratoire de mars 2016 avec l'Union européenne, qui a permis de réduire considérablement les arrivées des migrants et des réfugiés en Europe. Je cite: « Nous pouvons mettre fin à cet accord unilatéralement. Nous n'avons pas encore informé nos interlocuteurs européens. Tout cela reste entre nos mains. » Voilà ce qu'a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, dans un entretien à la télévision. Je continue de citer. « À partir de maintenant, nous pouvons dire... Nous ne l'appliquerons plus et ce sera terminé, a-t-il ajouté. Nous n'avons besoin de la permission de personne. Il a reproché à l'Union européenne de ne pas avoir donné son feu vert, contrairement à ce qui était prévu dans le pacte, à la libéralisation des visas pour les séjours courts de citoyens turcs dans l'Union européenne. Aux yeux de Bruxelles, la législation antiterroriste turque, jugée liberticide, n'est pas acceptable. La libération des visas est une condition sine qua non, voilà ce qu'a estimé le ministre turc. Le pacte migratoire entre l'Union européenne et la Turquie a été conclu il y a 1 an à Bruxelles pour faire cesser les arrivées quotidiennes de milliers de migrants par bateau sur les îles grecques et en mer Égée. Cet accord controversé, conclu en pleine crise migratoire, qui prévoit le renvoi systématique de tous les migrants vers la Turquie, y compris des demandeurs d'asile, a permis de réduire drastiquement les arrivées en Grèce. Depuis le 20 mars 2016, les autorités grecques ont, en coopération avec la Turquie, immédiatement placé dans des centres les migrants qui arrivaient sur leurs côtes. Là, elles leur notifiaient leur renvoi vers la Turquie. Et de fait, alors que près de 200 000 migrants avaient gagné les îles grecques en décembre 2015, fin février 2016, il n'était plus que 3 500 sur la même période. Je cite, « En ce moment, nous n'appliquons pas l'accord de réadmission. Réadmission des migrants arrivant sur les îles grecques, car il n'y a pas de libéralisation des visas. » Voilà ce qu'affirme le ministre turc. Outre la libéralisation des visas, le pacte prévoyait plusieurs contreparties, notamment une aide financière à Ankara de 3 milliards d'euros, un montant renouvelable une fois qu'il sera épuisé. Les relations entre la Turquie et l'Union européenne se sont dégradées après le refus de l'Allemagne et des Pays-Bas la semaine dernière de laisser des ministres turcs participer sur leur territoire à des meetings de soutien au référendum sur l'élargissement des pouvoirs du président Erdogan. Voilà, donc comme on l'avait déjà prévu et écrit, la Turquie va pouvoir tout nous demander puisque elle tient la clé des migrants. Ça va être un véritable festival. On continue, on va parler maintenant d'Israël. Alors d'abord un tout petit point, on a appris tout à l'heure qu'Israël avait frappé la Syrie en son cœur, donc des frappes aériennes apparemment, et que la Syrie, elle, avait tiré sur les avions. Donc là, ça paraît déjà mal engagé dans ce combat-là. Israël, de son côté, donc, a interdit d'entrée des partisans du boycott, vous savez, les fameux BDS. Le Parlement israélien a annoncé lundi dernier avoir voté une loi interdisant l'accès à l'État hébreu aux partisans de son boycott international. Dans un communiqué, la Knesset a indiqué avoir adopté en deuxième et troisième lecture le projet de loi sur l'entrée en Israël. Je cite, « Aucun visa ou aucune autorisation de séjour de quel type que ce soit ne sera accordé à une personne n'étant ni un citoyen israélien, ni un résident permanent, si elle ou l'organisation ou l'institution dans laquelle elle milite a sciemment lancé un appel public à boycotter l'État d'Israël ou s'est engagé à prendre part à un tel boycott selon ce texte. » Israël a intensifié son combat sur le plan légal contre le mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, qui milite pour un boycott mondial de l'État hébreu jusqu'à ce que, entre autres, ce dernier se retire des territoires qu'il occupe. Donc ce qui veut dire que tous les gens qui veulent aller en Palestine aujourd'hui et qui doivent passer par Israël obligatoirement ne pourront plus le faire. Et d'ailleurs, l'organisation internationale UNESCO a déclaré que Israël a instauré un régime d'apartheid sur tout le peuple palestinien. J'ai le rapport, je vais vous le donner en lien, vous pouvez aller lire. Je lis. Selon le dernier rapport de l'UNESCO, Israël a instauré un régime d'apartheid contre le peuple palestinien dans son ensemble, ajoutant que des faits et des preuves indiquent, sans l'ombre d'un doute, que les politiques et pratiques d'Israël le rendent coupable de crimes d'apartheid. Voilà ce qu'a rapporté une chaîne satellitaire arabe qui s'est penchée sur ce dossier. Je continue de citer. Conformément au droit international, le crime d'apartheid regroupe tous les actes inhumains commis dans un acte institutionnel de manière systématique. C'est une hégémonie et une politique méthodologique pratiquée par un groupe racial sur un autre ou d'autres groupes ethniques afin de maintenir la structure de son régime. Le rapport estime que le régime israélien est décidé à poursuivre sa politique d'apartheid. C'est d'ailleurs ce qui apparaît clairement dans les lois israéliennes, notamment celles relatives à la confiscation des terres palestiniennes ou encore dans l'application de la loi du retour qui accorde aux juifs, quel que soit leur pays d'origine, le droit d'entrer en Israël et d'obtenir la citoyenneté israélienne, et ce, indépendamment du fait s'ils sont en lien ou pas à la terre.
Alors que les Palestiniens sont privés de tout droit similaire, même s'ils possèdent des documents prouvant l'existence de génération en génération de leur famille et de leur maison dans le pays. Le rapport poursuit, je cite, « La loi israélienne permet aux couples israéliens de déménager vers Israël, mais prive les Palestiniens des territoires occupés ou d'en dehors de cette procédure. Israël adopte une politique qui refuse le retour de tout Palestinien, qu'il soit un réfugié ou un exilé politique. Ils sont près de 6 millions au territoire sous contrôle israélien. » Le rapport souligne que la stratégie de fragmentation du peuple palestinien est la principale politique d'Israël pour imposer son système d'apartheid. Cette fragmentation se fonde sur des guerres, des divisions et une annexion formelle des territoires de manière à disperser le peuple palestinien dans différentes zones géographiques. Ces dernières sont gérées par des lois qui garantissent le bon fonctionnement de cette fragmentation dans le but d'installer un système de domination raciste israélien, mais aussi pour affaiblir la volonté du peuple palestinien et réduire sa capacité de résister à un système unifié et efficace. Et le rapport de conclure, Israël a également utilisé des méthodes différentes en fonction du lieu de résidence des Palestiniens. Tel est l'un des principaux outils à travers lequel Israël a imposé l'apartheid. En même temps, il cache à la communauté internationale cette politique en se présentant comme un régime unifié alors qu'il est devenu un régime d'apartheid bien intégré. Voilà, je vous donne le lien bien évidemment vers l'article et bien sûr vers le rapport officiel. On continue, on va parler maintenant d'Europe, on va parler de LuxLeaks et des peines de prison qui ont été réduites en appel pour les 2 lanceurs d'alerte. Ils espéraient l'acquittement, la justice luxembourgeoise n'a pas été de cet avis. En revanche, elle a réduit en appel les peines prononcées à l'encontre de 2 lanceurs d'alerte à l'origine du scandale LuxLeaks. Antoine Deltour a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 1 500 € d'amende. Et Raphaël Halet à 1 000 € d'amende. Le journaliste Édouard Perrin, lui, a été acquitté. On continue, on va parler maintenant, pour terminer, des 2 informations japonaises qui sont pas vraiment d'importance, sont à prime abord, mais qui au final s'avèrent quand même extrêmement intéressantes. D'abord, une entreprise japonaise propose de louer des amis pour avoir l'air bien accompagné. Une entreprise japonaise a décidé de proposer un nouveau service, la location d'amis. Family Romance a développé un service intitulé Real Appeal, qui permet de sélectionner des amis selon leur sexe, leur âge et leur appartenance physique. Boire un verre, se rendre à un événement ou encore étoffer sa liste d'invités lors d'un anniversaire, autant de situations dans lesquelles le consommateur pourra s'entourer d'amis et avoir l'air apprécié. Et le site de lister les besoins ciblés. J'avais envie d'avoir l'air moins seul en vacances, je veux donner l'impression d'avoir un excellent réseau d'amis. Je veux être photographié au milieu d'une bande de potes pour montrer que je m'amuse en soirée, etc. Pour 8000 yens, les 2 heures, environ 65 €, le client esselé pourra bénéficier de la présence d'une personne, mais aussi profiter de la possibilité de se photographier avec elle de façon illimitée. Voilà, et la deuxième information, c'est les JO 2020 qui vont avoir lieu au Japon. Le Japon a installé des toilettes unisexes pour les transgenres. Les toilettes transgenres, qui font débat aux États-Unis, mais qui ne font pas débat au Japon. À 3 ans des Jeux Olympiques 2020, qui se dérouleront donc à Tokyo, les autorités nippones réfléchissent déjà à la construction des infrastructures. Et qui dit athlète dit également toilette. Ainsi, Tokyo souhaite que pas moins de 7 des 11 sites des Jeux Olympiques disposent de toilettes unisexes et inclusives, selon le site du quotidien Asahi Shimbun. Tous les athlètes et visiteurs, qu'ils soient hommes ou femmes, génétiquement ou pas, pourront donc les utiliser librement. On attaque la partie économie maintenant, on va démarrer avec le pétrole. Faute d'investissement, il y a un risque de pénurie à partir de 2020. Dans un rapport Pétrole 2017, publié le 6 mars dernier, l'Agence internationale de l'énergie a lancé une mise en garde sur l'offre mondiale de pétrole qui pourrait avoir du mal à répondre à la demande à partir de 2020. Même si la part des énergies renouvelables est en croissance, le pétrole a encore de beaux jours devant lui. Avec 7% de croissance annuelle, le renouvelable devrait s'établir autour de 20% de la consommation d'énergie d'ici 2040. À cet horizon, le pétrole devrait représenter 70% du marché. Mais à quel prix ? La question agite le secteur, d'autant que l'Agence internationale de l'énergie s'alarme d'un risque de pénurie à partir de 2020. Le président de l'Union française des industries pétrolières, Francis Duzeux, n'est pas étonné de ces perspectives. Je cite, « Ces 3 dernières années, toutes les grandes compagnies ont réduit drastiquement de moitié leurs investissements dans l'amont du pétrolier, déclare-t-il en prévenant que, je cite, « des projets ne verront pas le jour en 2020 ». C'est donc le mécanisme classique de l'offre et de la demande qui va jouer. Voilà, donc le prix du pétrole est assez bas, donc les investissements, il n'y en a pas beaucoup, donc on risque de ne pas avoir de pétrole, une pénurie d'ici 2020. Inutile de vous dire que les prix du pétrole vont forcément augmenter. On parle maintenant de l'Ukraine et le FMI qui débloque une nouvelle tranche d'aide pour l'Ukraine.
Le plan de soutien du FMI, décidé en 2015, avait été suspendu pendant un an en 2016 en contrepartie de réformes. Le nouveau versement d'1 milliard de dollars décidé dimanche dernier vient donc de reconnaître les efforts entrepris depuis par les autorités ukrainiennes. Un budget d'austérité a été voté en décembre dernier, comme le souhaitaient les créanciers. Il fait la part belle au maintien de la stabilité financière et à la lutte contre la corruption. Un bureau national anticorruption au pouvoir d'enquête élargi est en place. D'autre part, l'État a pris en main la principale banque du pays pour éviter son effondrement. Des réformes ont aussi été initiées dans le domaine de l'énergie et de la police, et des signaux positifs ont été enregistrés en matière de baisse de l'inflation et de hausse des niveaux de réserve. En revanche, l'armée, accaparée par le conflit à l'Est, peut continuer à bénéficier d'un budget confortable correspondant à 5% du PIB, et la réforme, qui prévoyait un report de l'âge de départ à la retraite, très controversée, semble ne plus être exigée dans l'immédiat par le FMI. Alors dans le même temps, la Tunisie, elle aussi qui a été secouée par une révolution, elle aussi a eu un nouveau prêt. Elle, c'est par la Banque mondiale. La Banque mondiale a accordé un prêt de 100 millions de dollars pour soutenir le projet de gestion intégrée des paysages dans les régions reculées. Par un communiqué de presse, mercredi dernier, la Banque mondiale a annoncé l'approbation d'un financement de 100 millions de dollars visant à lutter contre les conséquences du réchauffement climatique et protéger les ressources naturelles. Il s'agit d'un financement destiné à soutenir le projet de gestion intégrée des paysages et des régions les moins développées et qui œuvre pour une gestion améliorée des forêts, des pâturages naturels et des terres agricoles dans le nord-ouest et le centre-ouest de la Tunisie. Alors selon un communiqué, je cite, « Une gestion intégrée de ces espaces permettrait en effet de lutter contre les conséquences du changement climatique et de protéger des ressources naturelles qui sont essentielles à la préservation des moyens de subsistance locaux fortement tributaires de l'agriculture, des forêts et des pâturages. » Elle permettrait aussi d'accroître la valeur de leur production pour la faire passer de 16 à 75 millions de dollars et de créer quelques 25 000 emplois. Alors pour ceux qui n'ont pas lu le livre Confession d'un assassin financier de John Perkins, je vous invite à aller urgemment vous le procurer sur internet et à le lire. Vous comprendrez pourquoi j'ai donné ces deux dernières informations avec les prêts du FMI et les prêts de la Banque mondiale. On continue, on va parler du Royaume-Uni. Royaume-Uni qui s'apprête à déclencher l'article 50 pour sortir de l'Union européenne, mais dont le chômage est au plus bas depuis 1975. De quoi discréditer un peu plus les prévisions alarmistes des économistes à la suite du vote pour le Brexit. Sur le front de l'emploi aussi, le Royaume-Uni s'en sort particulièrement bien depuis le référendum en faveur du Brexit. Le taux de chômage a reculé de 4,7% fin janvier pour atteindre son niveau le plus bas depuis 1975 selon les données de l'Office national des statistiques britannique. Quant au taux d'emploi, celui-ci a atteint 74,6%. C'est également son niveau le plus haut depuis 1971. Je cite, « C'est une bonne nouvelle pour les familles qui travaillent à travers le Royaume-Uni, alors que nous continuons à construire un pays qui fonctionne pour tout le monde », s'est félicité le ministre de l'Emploi, Damian Hinds. Pendant ce temps, l'économie brésilienne est en train de s'effondrer. Il n'y a pas si longtemps, on parlait des BRICS, dont le Brésil fait partie, comme étant les économies les plus dynamiques, et ben là, ça va pas très fort pour le Brésil. Le Brésil vit sa plus grave crise économique de son histoire. En 2016, le produit intérieur brut du pays s'est contracté pour la deuxième année consécutive, enregistrant un recul de 3,6% contre 3,8% en 2015. Pratiquement tous les secteurs économiques sont touchés. Il s'agit de la pire crise économique de l'histoire, voilà ce qu'a admis le ministre de l'économie Henrique Meirelles lors d'une réunion du Conseil du développement économique et social. Tous les secteurs sont touchés, l'agriculture, l'industrie et les services. Cette récession est doublée d'un chômage qui, lui aussi, atteint des niveaux records. 13 millions de Brésiliens sont à la recherche d'un emploi, soit 12,6% de la population active. Et on apprend, pour terminer cette partie économique, que la Fed s'apprête à augmenter le loyer de l'argent. Autrement dit, augmenter les taux d'intérêt. Autrement dit, le prêt d'argent va coûter plus cher. Autrement dit, les intérêts de la dette vont coûter plus cher. Autrement dit, on va avoir encore plus de mal à boucler un budget en France. Je lis. Il est temps de serrer la vis du crédit car il n'y a plus l'ombre d'un doute sur la solidité de l'économie américaine. Non seulement la croissance est au beau fixe pour la 8e année consécutive, mais surtout la situation de l'emploi est plus que rassurante. Les créations d'emplois en 2017 sont encore plus importantes que 2016, les salaires sont repartis à la hausse et un indicateur très suivi par Janet Yellen, la présidente de la Fed. Et les prix aussi remontent, alors qu'on a longtemps redouté la déflation, l'inflation est maintenant à 2%. Avec un loyer de l'argent proche de zéro, comme c'est le cas aujourd'hui, en cas de crise soudaine,
de retour de la récession, la Fed n'aurait plus de levier pour réanimer l'économie. C'est en partie parce qu'elle manquait de marge de manœuvre en 2008 que la Banque centrale des États-Unis s'est lancée dans le rachat de dettes publiques pour injecter de l'argent frais dans les tuyaux. Elle doit aujourd'hui se délester de ces rachats et aussi relever les taux pour reconstituer ses marges de manœuvre. On attaque la partie France maintenant. Alors pendant que les médias sont occupés à nous parler des élections, nous parler également des affaires qui vont avec, on a appris que près de 6 millions de citoyens ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Cette élection présidentielle fait les gros titres mais ne passionne pas tous les Français. Preuve en est que 11,4% des personnes en âge de voter ne sont même pas inscrites sur les listes électorales. Ainsi, selon l'INSEE, près de 5,9 millions de personnes regarderont cette présidentielle en pur spectateur. Cette proportion n'est pas sans signification car elle varie dans le temps. En 2012, ils étaient déjà 11,3% de non-inscrits, mais le pourcentage n'était que de 9,9% en 2007. Le décalage d'inscription s'est retrouvé dans les taux d'abstention au premier tour, 16,2% en 2007, mais 20,5% en 2012. Faut-il en déduire que l'abstention sera également forte pour le 23 avril prochain ? À voir. Mais l'Institut IFOP l'évalue actuellement autour de 35%, ce qui constituerait naturellement un record. On a parlé tout à l'heure du pétrole, on va parler des carburants et donc de la hausse de la fiscalité et donc de la hausse des prix. L'Union française des industries pétrolières a alerté mardi dernier le gouvernement sur l'impact de l'augmentation de la fiscalité sur les carburants en France pour le pouvoir d'achat des consommateurs et l'activité industrielle. Elle s'inquiète en outre de l'effet d'une telle progression conjuguée à une possible hausse des prix du pétrole. Je cite, « Il faut réaliser quand même que 85% des Français ont besoin de leur voiture pour aller travailler en zone rurale. Et cela ne va pas changer du jour au lendemain », a insisté le président de l'UFIP, Francis Dezueux, lors d'une conférence de presse. Du fait de la montée en puissance de la contribution climat-énergie, sorte de taxe carbone, et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, l'augmentation de la fiscalité sur le gazole représente une hausse cumulée de 12,3 centimes par litre en 2017, depuis 2015 selon l'UFIP. Et la trajectoire envisagée pour la CCE d'ici 2030, qui doit être confirmée chaque année dans la loi de finances, conduit à une hausse cumulée de 34,4 centimes d'euros par litre. Pour les supercarburants, ces hausses cumulées sont de 5,2 centimes en 2017 et de 24,3 centimes en 2030. On avait déjà fait un article là-dessus sur la lettre d'analyse et d'information libre. On continue, on va parler maintenant de la Cour des comptes qui a soulevé un nouveau scandale. Un scandale à 300 millions d'euros dans l'éducation nationale. Il paraît que l'éducation nationale n'a pas d'argent, et même qu'elle s'en plaint beaucoup. Pourtant, la Cour des comptes vient de lever un fameux lièvre. Depuis 2008, ce ministère si pauvre s'est permis d'engloutir 300 millions d'euros dans un projet informatique qui ne marche pas. On remarquera au passage que l'incompétence de la technostructure qui sévit dans ce ministère n'est pas liée aux majorités parlementaires. Elle reste constante sous la gauche comme sous la droite. L'idée initiale était en soi absurde. Alors que Bercy mettait en place un système informatique pour gérer les ressources humaines de tous les ministères, l'éducation nationale a décidé de faire bande à part en se lançant dans le système informatique de ressources humaines et de l'éducation nationale, le SIREN. Patatras, comme l'indique le référé du premier président de la Cour, Didier Migaud, près de 10 ans plus tard, le système ne marche toujours pas et plus de 300 millions seront finalement engloutis dans le projet. Les prestataires informatiques doivent se frotter les mains et nous, il nous reste les yeux pour pleurer. On continue, on parle de l'état d'urgence qui est maintenu jusqu'au 15 juillet prochain. Au lendemain des déclarations du garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, qui avait estimé que les conditions étaient désormais réunies pour permettre une sortie de l'état d'urgence, François Hollande a exclu cette possibilité lors d'une visite dans le Var. Le président de la République a en effet assuré que l'état d'urgence serait maintenu au moins jusqu'au 15 juillet, conformément au vote du Parlement en décembre dernier. Ce n'est pas une question de conditions réunies ou pas, a déclaré François Hollande, jugeant qu'il y aurait suffisamment d'événements d'ici là pour rester vigilant. Selon le chef de l'État, ce sera au prochain gouvernement et au Parlement qui aura son mot à dire de choisir de le maintenir ou pas après le 14 juillet 2017. Voilà, donc lui il se mouille plus. Bon, de toute façon, on est en fin de quinquennat, là, il prend sa serviette, ses tongs, il est presque en vacances, hein, l'ami. On continue et on va parler maintenant de la facture d'électricité qui va augmenter. Alors rassurez-vous, c'est pour tout le monde. C'est une petite dernière, celle que vous n'attendiez pas. Il va pourtant bien falloir s'acquitter de cette facture. Depuis quelques jours, des courriers d'EDF demandent à ses clients de payer un reliquat de facture. Ça tombe dans les boîtes aux lettres en ce moment même. La raison ? L'État, entre le 1er août 2014 et le 31 octobre 2014, puis entre le 1er novembre 2014 et le 31 juillet 2015, n'a pas suffisamment augmenté le tarif réglementé qui est aujourd'hui fixé par la Commission de régulation de l'énergie.
Saisi par l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie, l'ANODE, le Conseil d'État a donné raison le 16 juin dernier à ce lobby, dont EDF n'est pas membre, en annulant les 2 derniers arrêtés fixant le tarif réglementé sur la période courant du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. Les augmentations fixées à l'époque ne furent pas appliquées par EDF, sur une décision politique aujourd'hui balayée par le Conseil d'État. Résultat, on demande aujourd'hui à l'opérateur historique d'appliquer une hausse rétroactive sur la période visée. Au total, ce sont quelques 25 millions de particuliers qui sont concernés par une facture qui s'élève en moyenne à une trentaine d'euros par foyer. Voilà. On continue et on parle aussi de l'État français, endetté jusqu'au cou, mais qui est prié de mieux entretenir ses routes. L'état du réseau routier national français s'est dégradé depuis plusieurs années, entraînant une hausse des coûts d'entretien. Voilà ce que révèle le Sénat dans un rapport publié mercredi dernier. Je cite: une tendance à la dégradation du réseau routier national non concédé et du réseau autoroutier a été observée ces dernières années, soulignent ainsi les auteurs de ce rapport d'information sur l'état des infrastructures routières et autoroutières. Ils estiment qu'il apparaît nécessaire de mesurer cette dégradation et d'y mettre un terme pour éviter la détérioration de ce patrimoine et l'augmentation de ses coûts d'entretien. Les sénateurs mettent en cause la baisse des crédits d'entretien ou l'abandon de l'écotaxe. Ils citent l'exemple du réseau ferroviaire dont l'état est déplorable faute d'un entretien régulier pendant plusieurs années. Concernant les autoroutes, les rapports demandent que soit assuré le suivi du plan de relance autoroutier, qui est de 3,2 milliards d'euros, signé en septembre 2015 entre l'État et les concessionnaires des autoroutes françaises privatisées entre 2002 et 2006. En novembre dernier, le syndicat des équipements de la route, le SER, avait publié un livre blanc sur la sécurité routière dans lequel il soulignait aussi la dégradation de l'état des routes françaises. Marquage au sol effacé ou totalement absent, panneaux de signalisation dégradés, mauvais état des dispositifs de retenue et des feux tricolores. En 20 ans, le patrimoine routier de la France est dégradé, en particulier sur les routes communales et départementales, voilà ce que notait le CER. Le manque d'entretien du parc des équipements de la route met en cause la lisibilité de la signalisation et par conséquent la sécurité des usagers de la route, ajoutait-il. L'association 40 millions d'automobilistes a elle aussi interpellé les pouvoirs publics en novembre dernier sur l'état du réseau routier, se basant sur une enquête menée auprès de ses membres. Relevant de nombreux problèmes liés à l'état des routes et des défauts de signalisation, l'association recommandait aux pouvoirs publics d'agir rapidement. Elle estimait qu'un euro non investi dans l'entretien au moment opportun peut générer jusqu'à 10 euros de dépenses supplémentaires quelques années plus tard. Voilà, pour conclure, je pourrais ajouter quand même que l'état des forêts, aussi en France, se dégrade. À titre personnel, je vais souvent promener en forêt, surtout en vélo, et je remarque que les forêts sont dans un état catastrophique. On attaque la partie santé-environnement maintenant. On va démarrer avec le cancer et surtout des chiens renifleurs de cancer, un système qui est efficace à 100% après 6 mois de test. Les 6 premiers mois de test ont révélé une efficacité à 100% du protocole K-Dog qui cherche à mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses par le seul odorat d'un chien. Voilà ce qu'a indiqué le 1er mars à l'AFP l'Institut Curie. Après 6 mois d'entraînement sur le site de Magnac-Laval dans le 87, les 2 Malinois acquis par l'institution afin d'être formés à la détection précoce du cancer du sein ont rempli leur mission, si bien que l'Institut Curie a annoncé un résultat positif à 100% de cette phase test menée sur une cohorte de 130 femmes volontaires. Les chiens sont dressés à repérer les composés odorants permettant de détecter un cancer sur une lingette imprégnée de la transpiration ou de tissu prélevé sur un sujet. Porté par une équipe pluridisciplinaire associant l'Institut de recherche et des experts cynophiles, cette première étape du projet K-Dog a été rendue possible par une campagne de financement participatif qui a levé 100 000 € en juin dernier. Les résultats très positifs des 6 premiers mois confirment la pertinence d'une étude clinique qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d'un financement en partie porté par le programme hospitalier de recherche clinique. Une demande est sur le point d'être déposée en ce sens, voilà ce qu'a précisé l'Institut Curie. Cette étude clinique, qui associera 4 chiens, se déroulera sur une période de 3 ans, entre 2018 et 2021, et s'appuiera sur une sélection de 1000 femmes. Il s'agit de prendre en compte un échantillon plus important pour valider la sensibilité du projet K-Dog, selon l'Institut de recherche. On continue, on va parler maintenant du vaccin du sida à Marseille. Un scandale ou un scandale ? Depuis l'annonce mardi dernier dans la Provence des résultats de ses essais sur l'homme conduits à Marseille depuis 2013 et de sa volonté d'étendre ses recherches, le docteur Erwan Loret a reçu l'ordre de son employeur, le CNRS, de cesser toute communication à ce sujet et d'interrompre ses travaux.
Dans un communiqué commun laconique, le CNRS ex-Marseille, Université AMU, et l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, l'APHM, ont précisé qu'ils n'avaient à ce jour, je cite, connaissance d'aucun projet clinique de phase 2B ou ultérieure portant sur un vaccin thérapeutique contre le VIH. Ces institutions rappellent que, je cite, le développement de l'essai de possibles produits de santé s'inscrivent dans le cadre juridique strict afin de protéger les patients et de garantir la confiance du public dans le système de soins. Elle souligne enfin, sur un sujet aussi grave, la nécessité de s'exprimer avec mesure et objectivité afin de ne pas éveiller d'espoir qui se révélerait infondé. Alors de deux choses l'une, soit le docteur Erwan Loret est un manipulateur qui espère récolter des fonds grâce à des effets d'annonce sur des pseudo-avancées de son vaccin. Dans ce cas, il serait scandaleux que les autorités de santé laissent opérer depuis tant d'années, ses premiers travaux datent de 2001, et surtout qu'elle est autorisée à pratiquer des essais cliniques sur l'homme dans un hôpital public, c'est la Conception à Marseille, auprès de 48 patients séropositifs, chez qui la trithérapie a été arrêtée pendant 2 mois. Soit les accusations portées depuis de nombreuses années par le docteur Loret et les laboratoires BioNTech sont justifiées, à savoir que ces recherches se heurteraient à un projet concurrent soutenu par l'Agence nationale de recherche contre le sida, l'ANRS, et au lobbying de l'industrie pharmaceutique qui s'inquiète de l'arrivée d'un nouveau traitement beaucoup plus rentable que la trithérapie. Une deuxième hypothèse également scandaleuse. On continue, on va parler des pesticides et l'Agence européenne des produits chimiques qui a blanchi le glyphosate, purement et simplement. L'Agence européenne des produits chimiques, le CHA, a annoncé le 15 mars dernier qu'elle ne classait pas le glyphosate, principe actif du Roundup et substance pesticide la plus utilisée au monde, parmi les agents cancérogènes. L'agence d'expertise prend ainsi le contre-pied de l'Organisation mondiale de la santé et ouvre la voie à une réautorisation du produit en Europe. Et on termine ces infos santé en parlant de la Hague. Areva confirme une pollution au plutonium. Les terres polluées à l'américium 241, à côté de l'usine Areva de Beaumont-Hague dans la Manche, le sont aussi au plutonium, autre radioélément extrêmement toxique. En janvier, Areva avait annoncé que l'entreprise allait, je cite, ramasser des terres contaminées à l'américium 241 près de son usine de retraitement des déchets nucléaires, confirmant une pollution dénoncée en octobre par l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, l'ACRO. Cette fois, Areva confirme la présence dans ces terres d'un marquage en plutonium 239-240 avec une valeur moyenne de l'ordre de 200 becquerels par kilo de terre sèche. Un peu plus tôt, l'ACRO avait annoncé dans un communiqué avoir trouvé quant à elle jusqu'à 492 becquerels par kilo de matière sèche de ce plutonium. L'ACRO a pour cela fait analyser des échantillons où elle avait trouvé de l'américium par un laboratoire en capacité de détecter le plutonium, l'Institut de radiophysique du Centre hospitalier universitaire de Lausanne. A savoir qu'il faut 24 130 ans pour que l'activité du plutonium 239 diminue de moitié. Pour le plutonium 240, c'est 6 527 ans et pour l'américium 241, il faut 432 ans. Selon Areva, la valeur 200 becquerels par kilo sec, je cite, ne présente pas de risque sanitaire pour l'homme. Le plutonium est fixé dans un environnement de terre humide, peu propice à l'exposition par ingestion ou inhalation. Enfin, les analyses réalisées dans l'eau du ruisseau des Landes, proche de la zone contaminée, ne révèlent pas de marquage au plutonium. L'ACRO de son côté affirme que la quantité de plutonium trouvée est de 350 fois plus élevée et que c'est la concentration la plus élevée répertoriée en France dans ses sous-sols et ses sédiments pour ces isotopes du plutonium. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien sûr tous ceux qui envoient des informations tout le long de la semaine. Je remercie bien sûr tous les abonnés de l'agence Infolibre. C'est grâce à vous qu'on peut continuer, et notamment à faire cette revue de presse. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission des infos dont on parle peu. D'ici là, restez bien informés sur agenceinfolibre.fr, bien sûr. N'oubliez pas les lettres d'analyse d'informations libres que vous pouvez vous procurer sur la boutique de l'agence Infolibre. Alors à savoir que la lettre d'analyse des informations hors série qui dirige le monde est épuisée en papier, mais vous pouvez toujours vous la procurer en version PDF. Et vous pouvez précommander la lettre numéro 17 que nous sommes en train de finaliser avec Denis, et croyez-moi, ça va envoyer du lourd. On va notamment vous parler du merveilleux monde de demain. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao à tous.